bonjour tout le monde. La suite, nous avons vu, la dernière fois, comment éliminer le bruit avec Noise Exterminator au niveau linéaire et on a effectivement effectué un étirement, un stretch avec le procédé Histogram Transformation et une petite initiation avec Pixelmath. On avait volontairement omis de jumeler notre luminance avec notre image RVB. Donc, cette semaine, on va effectivement jumeler notre image avec le procédé LRGB Combination. On va voir si on doit utiliser encore une fois Noise Exterminator, mais dans le monde non linéaire. Petite approche avec le masque, le range mask, le masque d'intervalle, qui peut nous servir comme masque d'étoile également. On va voir Curve Transformation, qui est un des outils pour travailler la saturation, le contraste et beaucoup plus, jouer sur les teintes. Et à l'occasion, on doit réduire la plage dynamique de nos images avec le procédé HDR Multiscale Transform. Donc, on commence. Ici, on a l'image RVB qu'on a créée la dernière fois. Et il y a quelques semaines déjà, on avait travaillé notre image de luminance avec ma caméra monochrome. Si je viens voir l'historique de ma luminance, on va faire un rappel assez rapide. Ici, c'était le statut initial de ma caméra. Je vais faire un stretch un peu plus poussé. J'ai changé le nom de ma capture pour luminance. Je l'ai recadré pour enlever les pixels sur les bordures qui n'étaient pas adéquates. J'ai ensuite appliqué un DBE pour retirer la pollution lumineuse de ma capture. On a effectué une deconvolution. On a accentué la zone d'intérêt avec ce procédé un peu complexe mais très efficace pour éliminer les turbulences atmosphériques. On a retiré le bruit avec Noise Exterminator au niveau linéaire. Par la suite, on a fait un étirement pour venir travailler dans le monde non linéaire. Et j'ai ici utilisé une courbe une première fois et une deuxième fois pour avoir un résultat final. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de caméra couleur, qui n'ont pas de caméra monochrome, je m'excuse, et qui, par le fait même, n'ont pas de luminance. Mais vous pouvez vous créer une luminance synthétique si vous ne possédez qu'une caméra couleur. Et je comprends qu'au niveau budgétaire, ce n'est pas tout le monde qui a le luxe d'avoir plusieurs caméras et surtout plusieurs types de caméras. Au niveau du procédé, si on vient voir ici, au niveau de Color Space, on a un beau procédé qui s'appelle RGB Working Space. Et vous voyez ici, si je viens sélectionner ma capture RVB, le canal rouge est utilisé à 0.22, le canal vert à 0.71 et le canal bleu à 0.06. Il n'y a quasiment pas de bleu à travers cette capture-là. Mais si vous voulez vous créer une luminance synthétique, on doit changer les paramètres de notre procédé pour aller au maximum de notre canal rouge, au maximum de notre canal vert et au maximum de notre canal bleu. Je vais appliquer ce procédé à notre image. Vous ne voyez aucune différence, il n'y a pas d'impact. La seule chose qu'on dit à PixInsight ici, c'est de dire « Je veux que tu utilises toute la gamme d'intensité lumineuse de chacun des canaux. Je veux que tu ailles au maximum que ces couches-là peuvent me donner. » C'est la seule chose que RGB Working Space peut faire pour le moment lorsqu'on l'utilise au maximum. Si vous jouez avec les chiffres à l'intérieur de 0 et de 1, et là, vous allez altérer plutôt, si je m'excuse, vos couleurs. Ce n'est pas le cas. Là. J'ai simplement ouvert les canaux au maximum. Si vous activez votre capture couleur
Petite icône en haut à gauche, on peut faire une extraction de la luminance dans le mode Lab, L-A-B. C'est ce que je vais faire. Et ça va vous créer un canal de luminance qui est identique à celui que moi j'ai eu à travers ma caméra. Donc, toutes les étapes qu'on a vues très rapidement, on pourrait les répéter avec votre pseudo-luminance. Ça vous donne une corde de plus à votre arc. Si on retourne encore dans Color Space, ici, on a le procédé LRGB Combination. Toutes les couches sont activées. Par contre, pour le procédé que je préconise, je vais venir double-cliquer sur mon icône sur mon bureau. On désactive la couche rouge, verte et bleue et on ne garde que la luminance. Je vais prendre mon image luminance que je vais glisser et déposer sur le cadre ici et je vais l'appliquer à mon image couleur. Donc, tous les détails, les contrastes de notre capture de luminance vont être appliqués à l'image couleur pour avoir beaucoup plus de punch, de détails desservis. C'est la façon de faire lorsqu'on travaille en monochrome et vous pouvez le faire avec votre caméra couleur. Ça va vous donner un punch vraiment très particulier. Je vais faire un zoom intérieur vers la nébuleuse de la flamme pour voir si on a besoin. Vous voyez ici, j'espère que vous allez pouvoir le voir à travers la compression du vidéo YouTube. Il y a un petit peu de bruit encore à l'intérieur de cette combinaison. Donc, je vais utiliser mon plugin de Russell Croman. Je vais augmenter un petit peu les détails pour être sûr de ne rien perdre. Je l'applique à ma photo. Donc, on peut retirer le bruit. On doit retirer le bruit dans le monde linéaire et on peut le faire dans le monde non linéaire également. Il n'y a aucun désavantage à le faire. Maintenant, on va faire une petite initiation très très courte concernant les masques. Au niveau du module Process, si je descends au niveau de Mask Generation, on a le procédé Range Mask. Je vais activer le mode de prévisualisation en temps réel. Et la limite basse, le lower limit, on commence avec ce curseur. Si j'augmente à 1, 2, 3, 10%, on commence à voir, je veux plaquer ces seuils d'intensité. Je veux les plaquer dans le noir absolu pour me créer un intervalle d'intensité lumineuse entre le seuil que j'établis et celui que je veux résoudre pour me créer un masque. Ici, je vais continuer vraiment je vais arrêter ici pour vous montrer quelques paramètres qui sont plus visibles avec un masque plus grand. Si je viens jouer avec les limites supérieures, évidemment, on va cramer davantage. On va se créer des trous. J'y reviens dans quelques instants pour les masques d'étoiles très spécifiques. Le fuzziness. Ici, dans Photoshop, je me souviens plus comment il s'appelle. Ça s'appelle le Feather Touch. C'est pour faire un dégradé sur les bords de votre limite de masque. On voit très très bien qu'il y a un dégradé qui se produit entre le blanc absolu à l'intérieur et le bord de notre masque. Et le smoothness, c'est vraiment rendre flou votre masque. Et à la limite, si on ajoute beaucoup de flou, on va éliminer toutes les petites étoiles. Puis je reviens à mon concept de masque d'étoiles. On va monter très très haut au niveau de la limite basse, du lower limit, pour se rendre tout près de 0.9, pour n'avoir que les étoiles. Ici, vous voyez, on a un masque d'étoiles fait à la main. Et si jamais vous avez des halos alentour de vos étoiles et vous vouliez travailler seulement sur les halos, la limite supérieure va vous aider à vous créer un beignet pour ne couvrir que le halo que vous voulez corriger. C'est une façon de voir et de faire. Ici, je vais revenir à une mesure un peu plus grande pour créer notre masque. Et voilà, un petit peu de flou à 1.5 pixels, 2 pixels, un petit peu de dégradé sur les bords et je l'applique. Ça me crée un masque
Dans le monde non linéaire, c'est très très important. Les masques dans le monde linéaire sont normalement intégrés au procédé. Et pour appliquer un masque à une image, on prend simplement le titre, le tabulateur d'identité de notre masque, et on va le glisser sous le titre de notre image qu'on veut travailler. Les deux sont indépendants. Ici, vous voyez, ce qui est en rouge est protégé et ce qui n'est pas en rouge sera impacté par le procédé que vous voulez utiliser. Ça m'arrive, moi, parfois d'être un peu incertain à savoir si ma zone est bien protégée. Si je viens inverser mon masque, tout ce qui est en rouge sera impacté. Je le vois plus facilement en inversant le masque. Avant de l'appliquer, évidemment, je vais le ramener dans l'ordre des choses, dans l'autre position, mais ça me donne visuellement à quel endroit sera appliqué mon procédé. On l'a déjà vu rapidement. On peut désactiver un masque, même s'il est appliqué. Mon titre n'est pas en marron à la gauche ici, donc le masque est inactif. Ici, je viens de le réactiver. Et le dernier bouton à la droite, c'est pour ne pas afficher le masque, mais il est quand même actif. Rappelez-vous la couleur de votre en-tête dans le côté ici qui est très important. Évidemment, on peut enlever notre masque. Si on clique à droite sur notre image, on a un menu contextuel pour les masques également. On peut sélectionner notre masque. Je vais le chercher à travers toute la panoplie. J'ai mon range mask ici. Je peux l'inverser directement. Ou encore, je vais l'afficher pour qu'on puisse le voir. Ou encore avec le menu contextuel, je peux l'inverser. Je peux enlever la visibilité même s'il est actif. C'est la même chose que la barre des menus. Vraiment, vraiment très intéressant. C'est un survol rapide, mais qui peut vous convenir dans certaines applications. Dans le menu Process, nous allons dans Intensity Transformation. On a ici Curve Transformation, qui est notre courbe. L'outil courbe que j'avais déjà sur mon menu, sur mon bureau. Ici, je vais cliquer le deuxième bouton pour barrer le procédé avec notre image. Je vais activer la prévisualisation en temps réel et nous avons plusieurs possibilités, plusieurs façons de travailler ce très bel outil. Je vais enlever mon STF pour avoir plus d'espace. Complètement à la droite, on a le bouton saturation. Et vous pouvez voir en bas à la gauche que nous sommes en blanc vers un magenta de plus en plus prononcé. Ce que ça veut dire, c'est que tout ce qui n'a pas beaucoup de couleur, n'a pas de saturation dans l'image, on pourrait le souffler, alors que tout ce qui est en haut à droite, où ce que la couleur est plus prononcée, la saturation est déjà très appliquée à notre image. Fait que si je viens cliquer ici, je peux booster ou ce qui a très peu de saturation pour le souffler davantage. On fait un avant-après. Vous voyez ici autour de la tête de cheval, c'est très peu saturé, mais je peux booster la saturation de cette couleur-là. Mais de toutes les couleurs d'ailleurs, il n'y a pas de... la couleur magenta, c'est juste une explication du concept. On peut faire exactement la même chose avec la couleur. La couleur dans le coin à gauche, en bas, c'est en blanc, donc tout ce qui n'a pas de couleur ou tout ce qui est déjà très coloré. Je peux booster également dans les zones que je veux pour me créer des courbes où ce que je ne veux pas augmenter la couleur dans certains endroits, mais que je voudrais booster où ce qu'il y en a moins. C'est très flexible comme outil également. Le bouton de teinte Hue. On voit ici de gauche à droite du rouge au jaune, au vert, au cyan, au bleu, au magenta, au rouge. On fait le tour de la roue de couleurs. On peut impacter toutes les couleurs de notre image. Si je viens ici cliquer sur mon image, je ne vois pas très bien dans quelle zone de rouge, c'est complètement à la gauche. Je peux, avec la roue de ma souris, augmenter le zoom pour pouvoir voir davantage où est ma couleur. À partir d'ici, je pourrais cliquer et je voudrais, mettons, ne pas impacter les verts. Je vais me créer 2 points pour fixer cette zone. Je peux venir jouer ici sur les jaunes et les rouges
pour l'augmenter et l'éclaircir. C'est vraiment un outil très, 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 très puissant. Si je prends les bleus, où j'ai un peu de bleu autour des étoiles, je pourrais les souffler pour qu'elles soient plus magenta ou encore vers le bas pour qu'elles soient plus du côté du vert. On a une flexibilité vraiment remarquable avec cette courbe. On peut jouer dans tous les sens, autant augmenter la couleur, la saturation et la teinte. On a le module Lab, le modèle Lab, ici la luminance, et si vous si vous trouvez, que vous avez trop de courbes en même temps à l'intérieur de votre graphique, il est possible avec le petit symbole de courbe multiple ici, de limiter la courbe sur laquelle on travaille. Fait que la luminance, elle est différente de RVBK. La luminance, c'est vraiment la courbe comme dans n'importe quel logiciel, Photoshop, Affinity Photo. Et Capture One, je présume que Lightroom doit être similaire maintenant, doit avoir une courbe de luminance. La luminance va vous donner la possibilité de souffler vos tons moyens, d'écraser vos tons sombres, sans impacter la teinte et la saturation. Alors que si on utilise la courbe RVBK, je peux augmenter, souffler, faire une courbe en S, mais en plus d'avoir une augmentation au niveau de la luminance, on a une augmentation au niveau de la saturation. Il y a une nuance envers tout ça. Fait que je vais réinitialiser mon outil pour pouvoir le travailler à mon goût artistique. Et là, votre goût est aussi bon que le mien. Je vais augmenter un petit peu la couleur. Ici, je vais vraiment souffler le centre pour donner un peu de couleur, mais on peut être très, très, très précis. On peut faire des zooms ici, là, très, très, très accentués. Au niveau de la luminance, je vais bloquer mes hautes lumières pour souffler un peu, mes tons moyens, et baisser. Et si je veux garder quand même dans mes nuages gazeux sombres, je veux garder mes détails, fait que je peux souffler encore davantage mes noirs pour être très, 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 très pointu au niveau de ma compression des basses. Et je peux jouer ici en lab entre le vert et le rouge. Est-ce que je veux que mon ciel soit plus rouge, qui me donne du magenta, ou plus vert, qui me donne complètement le contraire? On peut jouer avec des très, très, très petites variations pour satisfaire votre œil. Même chose du côté bleu et jaune. Fait qu'ici, le bouton avant, après, je peux l'appliquer à mon image. C'est un outil au tout début qui paraît complexe, mais qui est tellement performant, c'est incroyable. Dans un autre tutoriel, je vais vous montrer la saturation des couleurs, où est-ce qu'on peut être très, très, très pointu sur chacune des couleurs. C'est un procédé qui est différent. Il n'augmente pas l'intensité lumineuse, il n'augmente pas le contraste avec des courbes en S, mais par contre, il peut être très, très, très pointu pour atteindre la couleur que vous voulez travailler. Maintenant, un autre très beau concept. La plupart des gens sont vraiment tentés de vouloir réduire la plage dynamique pour avoir plus de détails. Ici, on serait tenté de croire que la nébuleuse de la flamme nécessite une compression pour aller chercher plus de détails, et ce n'est pas le cas. Je vais quand même vous montrer le résultat. Je vais vous donner des exemples pour pouvoir utiliser le procédé dans Multiscale Processing, HDR Multiscale Transform. On utilise normalement cet outil-là pour diminuer la plage dynamique de nos images. Je vais l'appliquer. Écoutez, par défaut, on travaille sur les 6 premières couches. On peut jouer avec le nombre de couches à partir de 2 jusqu'à 8, 9, 10. L'idéal, c'est de travailler sur un échantillon avec un preview. Dans ce cas ici, le preview est indépendant et on peut appliquer
notre procédé localement. Vous voyez s'il y a une compression qui se fait, on a un changement de couleur parce que j'ai pas restreint mon application. Si je vais ici seulement To Lightness, je vais impacter seulement la luminance de mon image. On le répète, et l'avantage d'avoir un échantillon, c'est qu'à toutes les fois que je réapplique, le procédé reset notre image au point de départ pour appliquer notre changement. On a quand même un changement intéressant ici qui nous dirait ça vaudrait probablement la peine de le faire. Je vais vous donner des exemples qui concluent que pour la tête de cheval, ce n'est pas le cas. L'exemple que je voudrais vous montrer, c'est j'ai capté il y a quelques semaines la nébuleuse du cœur accompagnée de la nébuleuse de l'âme avec ma lunette grand champ. Ici, je vais augmenter ma visibilité pour me concentrer sur la nébuleuse du cœur et je vais appliquer par défaut en utilisant l'impact sur seulement la luminance, le lightness. On va voir l'impact. Beaucoup plus de détails en espérant que YouTube vous donne ce que je vois ici à mon écran. On peut faire avant, après. Dans ce cas-ci, ça vaut la peine de diminuer la plage dynamique. La semaine dernière, avec mon objectif grand champ également, j'ai capté la tête de cheval avec mon filtre HA et nous avons Orion. Ici, Orion est complètement brûlé. C'est un des exemples parfaits pour illustrer le HDR Multiscale Transform. On veut ici réduire la plage dynamique pour être capable de retrouver le trapèze qui est à l'intérieur d'Orion, sans nécessairement impacter la nébuleuse de la flamme qui est à gauche. Pour ce faire, on va se créer un preview, un échantillon, que je vais partager, disons, à la moitié de notre image complète. Je vais aller voir mon preview pour que le calcul se fasse qu'à l'intérieur de cette fenêtre-là. Si je prenais toute ma photo, il prendrait la moyenne de la tête de cheval, d'Orion et de toutes les étoiles, ainsi de suite. Je vais l'appliquer à Orion. Et voilà, on a une récupération des détails assez intéressante. Si j'essaie, admettons, avec nombre de couches réduit à 2, on peut faire des essais et des erreurs ici. On voit déjà le résultat. Fait on va monter à 3. C'est comme ça que moi je le travaille. Je le fais de 3, 4, 5, 6 jusqu'à 9. Et je choisis celui qui me plaît le plus. On voit encore des détails un peu plus avantageux au niveau 4. Niveau 5. Intéressant. On peut voir le trapèze. Il y a quand même un petit peu d'artefacts qu'on peut travailler par la suite. Je retourne à 6 qui est par défaut. Et voilà, je peux monter 7, 8 et 9. Adam Block aime beaucoup travailler avec le modèle gaussien, avec des matrices de 5 par 5, de 7 par 7, de 9 par 9. On peut passer des heures à essayer toutes les applications. C'est libre à vous de le faire. Petite nuance différente. Moi, j'aime beaucoup utiliser les valeurs par défaut et les appliquer à travers le canal de lightness, de luminance. Et voilà. Là, c'est fait pour mon échantillon, mais ce n'est pas fait sur mon image principale. Il existe un très beau script au niveau de Utilities. On descend complètement dans le bas. Vous avez Substitute with Preview. Donc, on va prendre le résultat de notre échantillon, de notre image source, et notre cible, c'est la même image. Je vais l'appliquer. Il vient de me créer une nouvelle image qui s'appelle The Final View, qui prend le résultat de notre prévisualisation et il l'additionne. Comment fait-on maintenant pour pouvoir conserver tout l'historique de notre développement qu'on a travaillé tellement? Si je viens voir ici, au niveau de l'explorateur, mon historique, j'ai toutes ces étapes-là qui n'apparaissent pas dans ma fenêtre Final View.
Si je viens voir l'historique ici, on n'a que le script qui a été appliqué. Oups, je m'excuse, je vais déplacer mon image. On peut récupérer le résultat de Final View et l'intégrer à notre image de base pour pouvoir garder notre historique. Et ce qui vient à notre aide, c'est notre ami Pixelmatte. Si je prends par exemple mon éditeur d'expression, je viens chercher Final View, double-clic sur le nom. Évidemment, je n'aurai pas aucun problème au niveau de la résolution. Je veux que le résultat de Final View soit ajouté à mon image. Et voilà. J'ai le résultat de Final View sur mon image finale. Si je clique pour aller voir mon historique, j'ai conservé toutes les étapes de mon développement et j'ai ajouté Final View pour pouvoir conclure. Donc, quand même beaucoup de matériel cette semaine, en espérant que vous avez apprécié. À la prochaine.